Alors, bonjour tout le monde. Ici, on est au Québec, qui est proche de midi 30, midi 35. Alors, je me présente, je suis Ginette Savoie. Je suis cofondatrice de la communauté Zen, celle qui a planifié cette belle conférence. On offre énormément de conférences gratuites si vous allez consulter notre site lacommunautézen.com. Alors, ça nous fait plaisir aujourd'hui, dans le cadre de cette belle conférence, d'accueillir Nicole Dubois qui s'en vient nous parler, en fait, pas seulement de son livre, mais je sais que tu vas nous le présenter, mais effectivement du burn-out, des burn-out hein, qui ont été vécus. Puis comment les cadeaux peuvent être reçus à partir d'un burn-out. Donc, c'est un peu le thème de la rencontre. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Et je laisse la parole à Nicole de se présenter et d'amorcer cette belle rencontre. Donc voilà, déjà, je voudrais remercier toi, Ginette, de m'avoir invitée, puisque là aussi, ça a été une rencontre sur Messenger. Donc, merci beaucoup de m'avoir invitée. Merci à la communauté Zen de me recevoir ce soir pour cette visioconférence. C'est ma première visioconférence en live. Donc, c'est quelque chose que je n'oublierai pas, je pense. Je voudrais dire merci aussi à toutes ces personnes qui sont derrière l'écran ce soir, parce que c'est quelque chose, c'est un magnifique cadeau déjà, rien que de commencer, de voir ces visages, de voir ces noms. Et je dis vraiment merci, un grand, grand merci à tous. Et je ne peux jamais commencer une conférence sans dire merci à quelqu'un de particulier qui est Philippe, mon mari. Parce que je lui dis toujours un grand merci, parce que sans lui, en fait, ce livre n'aurait pas existé, puisque c'est son dernier burn-out qui nous a ouvert les portes. Donc, je lui dis toujours encore un grand, grand merci. Et si vous voulez bien, donc pour présenter cette conférence, je voudrais vous parler donc de mon livre, parce que ça a été l'élément déclencheur de cette visioconférence. Mais ce livre donc, qui s'appelle Mon burn-out, ma descente au paradis, donc c'est un livre qui raconte pas un seul burn-out, mais 3 burn-out, puisqu'avec Philippe, nous avons eu donc 3 burn-out. Philippe a eu un burn-out en mai 2013. Alors là, c'était un burn-out, on va dire, rapide. Il a été resté 6 semaines où personne n'a rien compris. Et comme quand vous n'avez rien compris, ça revient à vous. Donc moi, 18 mois après, j'ai fait un burn-out en janvier 2015. Et puis, je commençais juste à vouloir reprendre le travail quand Philippe a rechuté. Et quand je vous dis quand on ne comprend pas, eh bien, la leçon, elle est donnée à vraiment vecteur multiplié par beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, ça a été une dégringolade. Et cette dégringolade-là, c'est ce que je raconte dans ce livre, puisque ça a été une expérience assez difficile. Mais ça, bon, je ne vais pas vous le raconter ce soir, ça n'a pas d'intérêt. Sauf que je vais quand même vous parler du burn-out. Mais avant, pour ce livre aussi, je voulais vous dire que j'ai eu énormément de chance, parce que quand j'ai compris que j'allais le mettre en auto-édition, puisqu'il m'a fallu un peu de temps, parce que je l'ai écrit en mars, il m'a été soufflé en fait en mars 2018. Je n'avais pas soufflé quelque chose, je ne savais pas qu'il fallait que j'en fasse un livre. Et quand j'ai compris qu'il fallait que j'en fasse un livre, donc je l'ai commencé en fin mai, début juin 2018, et je l'ai écrit en 8 semaines. Et là, il m'est venu vraiment, vraiment souffler. Donc, mais il m'a fallu 14 mois pour l'éditer, parce que je n'avais pas compris qu'il fallait que je le fasse en auto-édition. En fait, ma mission principale, et ça je l'ai appris après, c'est que de communiquer, partager et informer. Donc, ma mission, c'est vraiment d'être là ce soir, en direct avec vous, pour vous parler de ce livre et de tout ce qui va avec. Si j'étais passée par un éditeur normal, ce que j'avais trouvé, j'avais un éditeur qui voulait prendre mon livre, mais bon, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu plein de raisons. Mais si j'étais passée par un éditeur, je ne serais pas là ce soir à vous parler en direct. Ça serait quelqu'un qui ferait tout ce travail-là à ma place. Donc, en fait, quand j'ai compris que je devais en fait l'auto-éditer, j'avais déjà rencontré Jacqueline Gindre. Et Jacqueline Gindre, donc, c'est une conférencière, auteure et médium. Et cette personne aide les gens qui veulent, comme moi, auto-éditer. Donc, elle a une maison d'édition qui s'appelle les éditions Nouvelle Conscience. Et donc, elle m'a... Nicole, je pense que juste par erreur, je t'ai mutée. Donc, il faut juste... On a un petit problème de son. Juste un instant. Parce que là, je ne te vois plus dans mes...
Est-ce que tu es capable, Nicole, de repaiser sur ton appareil pour t'enlever? Parce que je ne peux plus le faire. Voilà. Voilà, Bon? excuse-moi. Voilà. Parce que des fois, les gens rentrent aussi, je les vois, puis hop, j'ai... Alors, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit depuis le début? Oui, 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 oui. Si, vous avez entendu? Oui, oui, tout à fait. C'est Bon, vraiment la petite dernière portion. d'accord. Donc, je ne sais pas si vous avez donc entendu quand je vous ai dit que je parlais de Jacqueline Jeanne. Oui, on Voilà. commençait à ce moment-là, oui. Voilà, donc, et que j'avais donc prévu de le faire en édition avec un éditeur, mais que ça n'avait pas pu se faire. Ça, vous l'avez entendu. Oui. Voilà. Donc, Jacqueline Jeanne m'a préfacé ce livre. Et donc ça a été un grand honneur pour moi puisque Jacqueline habite dans le même département que moi, mais donc elle a préfacé ce livre et m'a aidé à l'auto-éditer. Et j'ai pu donc pouvoir, en fait, tout s'est bloqué tant que je n'avais pas donné mon accord à Jacqueline. Et après, ça s'est tout mis en route. Et notamment, j'ai rencontré une magnifique personne qui s'appelle donc Emmanuel Bercy, qui m'a fait cette magnifique couverture. C'est une artiste peintre qui est donc de notre région et même de la même petite ville que moi, que je ne connaissais pas spécialement. Et on a fait cette magnifique rencontre. Et si vous regardez bien ce livre, pour moi, c'est vraiment le burn-out avec l'effondrement. Et en fait, vous avez deux personnages, parce qu'en fait, c'est des arbres, mais en fait, si vous le mettez à l'envers, je ne sais pas si on le voit bien, Oui. mais en fait, c'est une silhouette d'un homme et d'une femme. Donc, Hmm. Emmanuel m'a fait cette couverture en guidance et je la trouve magnifique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour parler un petit peu de mon livre. Donc, je l'auto-édite. Donc, ça veut dire vous ne le trouverez pas sur aucune plateforme en ligne, sauf en format e-book. Alors, en format e-book, ça peut se faire, mais en format, merci ma petite Agnès. Donc, en fait, le format papier, je suis obligée de l'éditer, enfin, de le distribuer directement parce que quand j'ai voulu le mettre sur les plateformes, pardon, j'ai pas pu le faire, ça s'est bloqué. Enfin, je raconterai ça sûrement un jour. Et donc, je le distribue directement. C'est-à-dire qu'on me le demande, je l'envoie avec des frais de port. Et ça me permet, en fait, ça peut avoir un inconvénient, mais ça aussi, ça me permet d'avoir des relations très privilégiées avec mes lecteurs et mes lectrices parce qu'on échange beaucoup. D'abord sur Messenger et puis après même par téléphone, j'ai des gens qui m'appellent, on discute, on échange. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me fait vraiment très, très plaisir de le distribuer directement. Donc voilà. Donc, ce que je voulais vous dire ce soir en particulier, donc le burn-out, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est qu'un burn-out. C'est surtout, pour nous, ça a été un effondrement, ça a été quelque chose de violent. Comme je vous ai dit, on l'a eu 3 fois. Donc, première fois, pas compris. Deuxième fois, moi, j'ai dû commencer à comprendre un peu. Et la troisième fois, Philippe s'est quand même complètement effondré. Et vous voyez, quand j'ai voulu, quand j'ai commencé à écrire mon livre, j'avais dans la tête la couverture. Et pour moi, la couverture, c'était une image. Je voudrais vous la montrer. C'est la carte numéro 16 des tarots. C'est la maison Dieu. Et si vous regardez bien, alors je vais vous la mettre, voilà, si vous regardez bien, la maison Dieu, en fait, c'est une tour qui brûle de l'intérieur. Et vous savez que le burn-out, ça veut dire en anglais brûler de l'intérieur. Et en fait, ce feu qui arrive à l'intérieur du corps, en fait, c'est quelque chose qui vient pas du jour au lendemain, ça prend du temps. Et en fait, ce feu se consume pour arriver à une explosion. Et l'explosion, pour moi, elle était bien matérialisée avec la couronne qui tombe. Et la couronne, en fait, la toiture de cette tour, pour moi, ça correspond bien à notre tête. Et en fait, c'était une explosion. Et si vous regardez bien, il y a un homme et une femme. Et pour moi, c'était flagrant que c'était Philippe et moi. Donc pour moi, mon livre devait être illustré par cette carte. Alors, il se trouve que je n'ai pas pu le faire par cette carte parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc, Emmanuel m'a fait exactement la même chose, en fait, en mettant le burn-out, enfin, l'explosion, le tremblement de terre, et puis le paradis par la lumière, le troisième œil. Et si on regarde la signification donc, de la carte du tarot du numéro 16, on dit bien que c'est une explosion, c'est des choses qui vont... la vie va changer. Je veux dire, c'est en fait exploser pour renaître, mourir pour renaître. Et en fait, le burn-out, nous, on l'a vécu comme ça.
C'est-à-dire que ça a vraiment été quelque chose qui a balayé nos croyances et nos certitudes. C'était vraiment quelque chose qui nous a mis par terre. C'est-à-dire qu'on était comme un peu comme une petite mort. On était mort, hein. Enfin, moi, moins que Philippe, mais Philippe était énergétiquement mort. Il n'avait plus d'énergie. Il était vraiment une loque. Moi, quand j'ai eu mon burn-out, j'étais un légume parce que je ne pouvais ni ouvrir la bouche, ni parler, ni manger, ni marcher. Donc, le burn-out, c'est vraiment quelque chose. J'ai découvert que l'OMS avait en 2019 donné une définition du burn-out. Alors, l'OMS dit que c'est un syndrome d'épuisement résultant d'un stress chronique au travail qui n'a pas été géré avec succès. Alors, je dois avouer que je suis relativement d'accord avec cette définition, beaucoup moins avec la définition que vous donnez, vous, au Québec, du burn-out, qui est, je ne suis pas complètement d'accord, parce que là, un syndrome d'épuisement. Donc, quand ils disent syndrome, ils ne disent pas maladie, hein. Donc, ils disent syndrome d'épuisement. Épuisement, ça, c'est sûr, c'est un épuisement physique, un épuisement psychique. C'est d'un stress chronique. Et en fait, c'est vrai, quand on dit un stress chronique, c'est pas momentané, c'est pas quelque chose qui vient sur quelques secondes ou quelques minutes ou quelques jours. C'est vraiment quelque chose qui s'installe sur la durée. Et c'est comme ça s'installe sur la durée, on s'y habitue. Et en fait, qui n'a pas été géré avec succès. Et quand on dit ne pas être géré avec succès, je suis complètement d'accord avec eux. Mais moi, ce que je vais plus loin, c'est que je dis pourquoi ça n'est pas géré avec succès. Parce que le burn-out, là, ce que j'avais compris avec mon médecin, c'est qu'il m'avait dit le burn-out ne peut pas être reconnu comme une maladie professionnelle parce que si on met 3 personnes, pour une maladie professionnelle, il faut mettre 3 personnes au même endroit et ils vont résulter 3 personnes qui seront malades de la même maladie. Alors que le burn-out, si vous mettez 3 personnes sur le même poste, les 3 ne feront pas un burn-out. Enfin, autour de vous, vous avez dû vous en apercevoir. Il y a des gens, on sait très bien qu'ils ne feront jamais le burn-out. Celui-là, on dit qu'il ne fera jamais le burn-out. Mais pourquoi? Pourquoi il y en a qui ne feront pas de burn-out? Et c'est ça que j'ai essayé de décrypter un petit peu. Parce qu'en fait, le burn-out, c'est vraiment il y a des signes physiques, on est d'accord. C'est une grande, grande fatigue, c'est un épuisement, il y a plein de choses qui viennent se mettre en place parce que votre corps, en fait, votre corps vous dit qu'il n'en peut plus. Votre corps, il vous dit, je suis fatigué. Il vous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, en fait, nous, on avait trouvé des signes physiques. Et ça, les médecins sont à peu près d'accord pour dire qu'il y a des signes comme les maux de tête, les insomnies, les problèmes digestifs, les problèmes de dos, les problèmes de sciatique, les problèmes de vertige, enfin, il y a toutes sortes de douleurs, alors qui vont s'intensifier avec le temps. C'est-à-dire que moins vous allez écouter votre corps, plus vous allez, renier ce fait, eh bien, votre corps, il va amplifier les phénomènes. Après, vous allez avoir les phénomènes psychiques, cette douleur psychique. Et là, la douleur psychique, je dirais que c'est quand on est dans le burn-out. Parce que là, il y a des choses qui vont se mettre en place et qui sont très difficiles à gérer. Nous, on les a connues, surtout avec Philippe, avec des crises d'angoisse, des crises de panique, des crises d'arogaphobie, donc des phobies qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'on ne peut plus parler aux gens, on ne peut pas traverser une route, on ne peut pas prendre sa douche, on ne peut pas voir du monde, il y a des choses qui sont assez douloureuses. Et je crois que la chose la plus douloureuse, c'est que c'est invisible. En fait, nous, ce qu'on a trouvé, c'est, on se dit quelquefois, bah oui, mais c'est... je sais qu'il y a des gens qui en disent, mais un cancer, c'est difficile à gérer, c'est très dur. Mais on le voit, et les gens ont de la compassion pour vous. Alors que quand vous êtes dans ces burn-out, les gens, alors certains, oui, mais beaucoup, en fait, vous disent, mais secoue-toi, brasse-toi, fais quelque chose, occupe-toi. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous ne pouvez pas le faire, que vous êtes dans la souffrance psychique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à vivre et c'est pour ça que dans un couple ou dans une famille, ça peut exploser aussi parce que l'autre, il ne comprend pas. Alors nous, on a eu énormément de chance avec Philippe, c'est qu'on a vécu ces burn-out ensemble. Et si on n'avait pas été ensemble, je pense que je n'aurais jamais compris ce qu'il vivait. Mais comme on était là, je le voyais tous les jours dans sa souffrance, je comprenais.
Et je l'avais souffert. Enfin, moi, j'avais eu d'autres symptômes. J'ai pas eu enfin, j'ai eu des angoisses, j'ai eu du stress. Moi, j'appelais ça le syndrome de la pendule, c'est-à-dire que le temps, moi, c'était gérer le temps. Je n'arrivais pas à gérer le temps. Et donc, ce qui fait que toutes ces maladies, toutes ces symptômes, toutes ces souffrances, il y a une chose qui est importante et qui est difficile à vivre, c'est le fait de voir que, en fait, on perd des gens autour de nous. En fait, ça fait fuir les amis, ça fait fuir la famille, parce qu'en fait, la maladie, c'est comme beaucoup de choses, comme un décès, comme un divorce. Eh bien, en fait, il y a des gens qui fuient parce qu'ils ont peur ou ils ne savent pas faire. Et vous vous retrouvez tout seul, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. Donc ça, c'était pour vous parler un peu de tout ce qui peut arriver au niveau physique et psychique, au niveau d'un burn-out. Je ne suis pas sûre qu'on puisse le reconnaître si on ne l'a pas vécu chez quelqu'un d'autre. Nous, aujourd'hui, avec Philippe, on le dépiste très vite. C'est-à-dire qu'on arrive à voir très vite qui c'est qui peut être dans le burn-out ou pas. Et donc ça, c'est une faculté qui nous a été donnée parce qu'on l'a vécu. Donc on peut maintenant aujourd'hui dire à certains, fais attention. Mais ce n'est pas parce que vous dites à quelqu'un, fais attention, qu'il va le faire. Parce qu'en fait, on est dans un déni quand on est dans le burn-out. On fonce, on fonce, on fonce. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est qu'on est presque devenu accro à la chose comme le travail, par exemple. On devient accro. D'abord parce qu'on perd de la faculté de travail, on perd de la rapidité, de la concentration. Donc, en fait, on est obligé de travailler plus pour arriver à faire ce qu'on faisait avant. Et vous avez encore moins de temps pour vous reposer. Enfin, c'est un cercle vicieux, en fait, le burn-out. Nicole, excuse-moi, j'aurais une Oui. question. Tu disais tantôt qu'il y a des gens que, effectivement, tu peux reconnaître qui vont l'avoir, d'autres qui n'en ont jamais. C'est effectivement, je suis thérapeute de formation, puis on peut arriver à l'observer. Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux types de personnes-là? C'est dans votre cas, vous étiez deux, tu sais. En fait, dans les personnes. Alors, tu veux dire, est-ce que c'est dans les personnes quand on les voit? Mais quand tu les vois, qu'est-ce qui fait que moi, je suis susceptible d'avoir un burn-out, puis je le dis d'emblée, j'en ai déjà fait deux, Voilà. versus quelqu'un d'autre que, comme tu as dit Voilà. tantôt, il n'en aura jamais. Ouais, en fait, le burn-out, il vient parce que on n'a pas, à cause de nos croyances, en fait, à cause de nos croyances et nos blessures. Ça, en fait, moi, je l'ai décortiqué après pour moi et pour Philippe. Et on le voit après très bien dans la façon de parler ou de s'exprimer des personnes qu'on a en face de soi. Et au jour d'aujourd'hui, moi, quand j'ai des personnes au téléphone, on discute et je lui dis tout de suite, je suis capable de cibler assez facilement ces fameuses blessures ou ces fameuses croyances qu'on a. Et en fait, les croyances, moi, je vais vous dire ce que j'avais comme croyances. En fait, nos croyances qu'on a, en fait, elles nous sont données par notre éducation. Donc, c'est notre éducation familiale, notre éducation religieuse, notre éducation scolaire et sociétale. Donc, on voit bien que ces religions, en fait, ces croyances, on nous les inculque que depuis qu'on est petit. Et puis, on va les nourrir en faisant en sorte de respecter nos croyances qu'on nous avait données. Moi, par exemple, j'avais une croyance qui était de croire qu'il fallait que je sois. Bon, il se trouve que je suis issue d'un milieu défavorisé. Je suis d'une famille nombreuse. Donc, ma mère me disait, quand j'étais petite, travaille à l'école pour te sortir de cette situation de mon milieu. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Donc, pour moi, le travail, c'était pour me sortir de là. Donc, automatiquement, c'était aussi travailler pour gagner plus, pour gagner de l'argent, pour gagner de la matérialité, pour gagner de la consommation, enfin, pour tout ce qu'on veut faire. Donc, moi, je pensais qu'il fallait que je travaille beaucoup. Donc, j'ai beaucoup travaillé. Il s'est trouvé que j'étais fonctionnaire. Donc, pour la fonction publique, il n'y a pas de secret. Si vous voulez gravir les échelons, il faut travailler. Et pour travailler, il faut passer des concours. Donc, quand on dit concours, il faut être dans les meilleurs. Donc, il fallait être les premières. Donc, moi, j'ai entraîné ça pendant plus de 40 ans. C'est-à-dire que j'ai travaillé, bossé pour être toujours au plus haut possible. Parce que j'avais visé qu'il fallait que je monte et j'avais donc atteint mon dernier grade où je pouvais, poste où je pouvais pas aller plus haut. J'étais à la demi-marche, j'allais la gravir, j'allais vraiment arriver au sommet. Je me suis écroulée. Mais moi, on m'avait toujours dit qu'il fallait qu'on travaillait.
il fallait que je sois parfaite. Il fallait que je sois bonne maman, que je sois une bonne femme, une bonne épouse, une bonne femme d'intérieur. Il fallait que je sois une bonne collègue, il fallait que je sois un bon manager. Donc, il fallait toujours la perfection. Et ça, quand on en est arrivé à dire toujours plus, 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 on n'est jamais content de ce qu'on fait, on veut toujours plus. Et ça, c'était quelque chose qu'on voit bien. Par exemple, moi, ce qu'on m'avait dit, je suis d'une religion donc catholique, et on m'avait toujours dit de penser aux autres, ne pas penser à moi, c'était égoïste. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait que je pense aux autres, qu'il ne fallait pas que je pense à moi, que m'occuper de moi, c'était égoïste. Donc, j'ai toujours dit, il faut que je pense aux autres. Et ça, c'est la religion qui vous le fait. Et puis, votre entourage. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Après, les gens qui font des burn-out, on s'aperçoit très vite que ce sont des gens qui sont très méticuleux. Ils aiment la perfection. Ils sont très carrés ou très pointus dans ce qu'ils font parce qu'ils veulent la perfection. C'est des gens qui veulent être parfaits. Et ça, c'est... ou alors, ils veulent être très méticuleux, ou tout contrôler. Parce que le contrôle, justement. Et là, on voit bien que les gens qui font des burn-out sont des gens qui aiment contrôler. Moi, j'étais dans mon travail, j'aimais tout contrôler. C'est-à-dire que je ne prenais plus de vacances parce que si je partais un après-midi, je manquais des informations. Et si je manquais des informations, je ne pouvais plus avoir la main sur tout. Donc, il fallait que tout soit dans ma tête. Alors moi, j'avais 600 personnes dans ma structure, donc c'était quelque chose qui était assez important. Et ça m'a emmené où je suis allée. Et Philippe, lui, c'était aussi quelqu'un de très méticuleux, c'est-à-dire que quand il avait fait quelque chose, il voulait toujours faire plus. Il ne s'arrêtait jamais parce que quand il se donnait un objectif, mais comme il lui restait du temps, il allait encore plus loin. Donc, tous ces gens-là qui sont comme nous, qui ont ces croyances, eh bien, c'est vrai qu'ils vont être plus sujets à être dans le burn-out. Ensuite, il y a les blessures. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Lise Bourbeau et ses fameux livres avec les cinq blessures. Donc, ces fameuses blessures qui sont le rejet, l'abandon, l'injustice, l'humiliation et la trahison. Et en fait, toutes ces blessures-là nous ramènent à quoi? Au fait qu'on veut être aimé. Et en fait, quand on fait un burn-out, quand les gens qui sont susceptibles d'être dans un burn-out ou de faire un burn-out, ce sont des gens qui veulent être aimés parce qu'ils veulent faire plaisir aux autres et ils font pour les autres. Et puis, en fait, quand vous avez cette fameuse blessure d'abandon, c'est qu'en fait, vous avez l'impression que vous n'avez pas été assez aimé et que donc vous avez appris à faire plus pour être aimé. En fait, vous voulez attirer l'attention. La trahison, c'est pareil. Vous ne voulez pas être trahi, donc vous êtes vraiment sur des rails. Le rejet, c'est la même chose. On fait tout pour être aimé. Et c'est là qu'on se rend compte que quand on ne fait pas des choses pour soi et qu'on le fait pour les autres, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça. Donc voilà, je réponds à peu près à ta question. Tout à fait, puis c'était pour les gens aussi en général. Voilà, si c'est à peu près ça. Voilà. Comprendre effectivement et quelle distinction tu fais entre le burn-out et la dépression, parce qu'il y en a une. Au Québec, on parle beaucoup plus de troubles d'adaptation avec anxiété. On ne met pas burn-out, ça ne fait pas partie du portrait. On y va vers la dépression, nous. Oui, moi, je ne suis pas d'accord parce que moi, j'ai fait un burn-out sans dépression. Effectivement, on s'en était parlé. Puis voilà, parce que moi, c'était un burn-out, mais j'adorais mon métier. J'étais vraiment, j'aimais beaucoup mon métier. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Je n'avais pas de harcèlement, j'étais vraiment... Mais c'était trop. Je veux dire, et comme j'avais mes croyances qui disaient que plus j'en faisais, plus il fallait que j'en fasse, parce que j'en faisais jamais assez, parce que je voulais être reconnue par les autres. Alors, après, excusez-moi, messieurs, mais en tant que femme, on est toujours obligé de faire plus que vous pour avoir, quand on a un poste à responsabilité. C'est-à-dire que, et puis, vous, les messieurs, quand vous arrivez à la maison, vous n'avez pas les enfants la plupart du temps à vous occuper, ni à remplir le frigo. Donc, en fait, on a tout à gérer en même temps, ça fait beaucoup. Et il y a une chose que je sais qu'il y a une chose que j'avais compris aussi, c'est que j'avais une fragilité physique, moi, par rapport à... J'avais une petite santé, c'est ce qu'on disait, et je ne voulais pas la montrer. Donc, je faisais tout pour que ça ne se voit pas. Donc, alors, c'est pour ça que moi, je n'ai pas fait un burn-out avec une dépression. Moi, j'ai vraiment fait un burn-out d'épuisement physique, psychique. En plus, j'avais manqué de sommeil, je ne dormais plus parce qu'après, c'est l'engrenage. Et puis, peut-être que j'aurais pu encore continuer comme ça longtemps si je n'avais pas eu un grain de sable qui est venu se mettre, un très gros grain de sable
qui est venu se mettre sur ma route, qui m'a empêché de dormir et qui fait que là, j'ai perdu, comment dire, mais le travail, on a perdu 2 collègues quelques mois avant, dans un accident de voiture dû au travail. Et là, je me suis dit, mais ça sert à quoi? La vie, c'est quoi? Une fois qu'on est parti, on n'est plus qu'un numéro sur. Et en fait, je me rendais compte que je m'avais investi dans quelque chose et que quand je serais plus là, il n'y avait plus rien. Donc ça a été peut-être une perte de repère pour moi ou de moteur, je ne sais pas trop. Donc pour moi, le burn-out, ça peut être vraiment un épuisement physique et psychique. Dessus peuvent se mettre de la dépression. Parce que la dépression, pour moi, on peut être en dépression sans être en burn-out. Il y a des gens qui seront toute leur vie en dépression. Ils ne seront jamais en burn-out. Parce que la dépression, pour moi, c'est un mal-être. Je me demande si ce n'est pas l'âme qui dit ce que je vis, ça ne me plaît pas. Ben, effectivement, oui. Effectivement. C'est peut-être, pour moi, j'ai vu des gens qui sont en dépression, même des enfants. Des gens ont l'impression qu'ils ont été toute leur vie en dépression. Alors, on pourra en reparler tout à l'heure. Peut-être qu'il y a des raisons karmiques. Peut-être qu'il y a des vies antérieures. Peut-être qu'il y a des souffrances, des blessures. Des choses qui se sont faites in utero quand la maman le portait. Mais où c'est peut-être aussi, enfin, après, on est entre nous, donc je peux le dire, mais peut-être qu'ils viennent d'une autre planète et puis que sur cette Terre, ils ne se sentent vraiment pas chez eux. Hein, donc, ça peut être aussi des dépressions. Donc, pour moi, le burn-out peut être un burn-out avec dépression. Parce que Philippe, lui, il a été en burn-out et après, il a été en dépression. Parce qu'il a été en dépression parce qu'il veut se voir comme il était. Et de ne plus pouvoir gérer. Donc, il a eu une dépression, mais je ne peux pas dire qu'il était dépressif. Mais il avait un mal-être sûrement sur lui quand il a commencé, parce que ça a duré sur 3-4 ans entre les 2 burn-out. C'est quelque chose qui venait depuis longtemps, en fait. Mais peut-être que là aussi, c'était son âme qui lui disait qu'il n'était pas fait pour ce qu'il faisait à ce jour-là. Puisqu'il a été mal, lui en particulier, à partir du moment qu'il est rentré dans la fonction publique, parce que ça ne lui correspondait pas. Donc, peut-être que son âme lui avait déjà dit qu'il n'était pas là où il devait être, même s'il aimait ce qu'il faisait. Donc, voilà. Mais merci. Ça répond effectivement, on s'en était parlé avant de faire cette conférence-là. Je travaille beaucoup moi aussi avec l'âme, puis sans parler, j'ai tout un bagage, effectivement. Quand l'âme est mal dans sa peau, n'accomplit pas sa mission, n'accomplit pas son plan de vie, effectivement, elle trouve des moyens de nous faire savoir que ça ne va pas. Moi, je pense que le burn-out, comme presque toutes les maladies, c'est un message de l'âme. Pour moi, c'est l'âme qui dit stop, je ne veux plus de ça. Je ne veux plus de ce que tu me fais vivre. Je n'y retrouve plus mon compte. Je ne suis pas venue sur cette terre pour faire ça. Et c'est vrai que j'ai assisté une fois à une conférence d'un médecin, bien sûr, qui était un petit peu hors norme, puisque lui, il disait que l'âme, le burn-out, c'était l'âme qui arrêtait tous les interrupteurs. Qui enlevait tout là, paf, 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 pour éteindre tout ce qu'il y avait en toi, en fait, dans ta vie. Et il disait, et quand tous les interrupteurs sont éteints, en fait, en bas, eh bien, on meurt. Alors moi, j'ai eu une petite réflexion, je me suis dit, excusez-moi, mais je ne suis pas aussi catégorique. Je me suis dit, il y a toujours la sortie de secours qui reste allumée. Oui. Et je lui ai dit, cette petite sortie de secours, elle a une durée de vie qui est de, allez, normalement c'est 24 heures ou 12 heures, de quelques temps. Et si on est capable de réagir pendant cette sortie de secours, les interrupteurs peuvent se rallumer. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Parce que Philippe, tous les interrupteurs étaient éteints. Mais dis-moi, Nicolas, tu m'as laissé savoir effectivement que tu ne savais même pas qu'elle en existait avant de comprendre la mécanique. Pardon, je n'ai pas tout compris là. Vas-y. Tu avais nommé en entrevue, effectivement, que tu ne savais pas que l'âme existait. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, effectivement, qu'on est composé d'une âme, et cette âme-là, ben, c'est notre moteur, en fait. Elle habite un corps physique. Tout à fait. Donc, c'est notre conscience, c'est qu'est-ce qui nous mène ici. Donc, effectivement, quand l'âme a décidé que c'est fini, le corps physiquement. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que je disais quand on s'était vu vendredi soir, quand on a fait ça. Moi, il faut savoir que je viens d'un milieu donc scientifique, complètement, mais alors je vous dirais, moi, l'âme, je ne connaissais pas, l'énergie, je ne connaissais pas, je ne connaissais rien. Moi, j'étais dans la matérialité. C'est-à-dire, moi, je travaillais, je payais mes factures, j'ai élevé mes enfants,
j'étais dans un endroit très… tu vois, j'ai pensé de ce week-end à ce qu'on avait dit, et en fait, je me rends compte que j'étais dans quelque chose de très étriqué, mais vraiment tout petit et coincé dans un quelque… Et que depuis qu'on a eu cette ouverture de conscience, je me trouve dans quelque chose d'immense, sans limite, en fait. Mais quand tu dis aussi que ça vient de nos croyances, ben moi, ma croyance, c'est que je ne savais pas qu'on avait une âme. Moi, j'ai des amis qui me disent, mais moi, depuis que je suis tout petit, on discute de ça chez moi. Ben, moi, je n'aurais jamais discuté de l'âme parce qu'on ne savait pas. Enfin, on ne savait pas. Donc mais si tu veux, je vais vous dire tout ce que nous, on a découvert. Allez-y, vas-y. Hein. Parce qu'en fait, ces 3 burn-out, comme je vous dis, c'est des cadeaux. Pour nous, c'est des cadeaux parce que, alors, on est d'accord que quand on vit un burn-out, ce n'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau parce que c'est très difficile. Je vais pas, c'est des souffrances énormes, des souffrances physiques, psychiques, mais c'est quand même quand on arrive à s'ouvrir. Nous, enfin, ce qui m'a fait, ce qui est là qui est incroyable, c'est là que je me dis que c'est pas possible, que en fait tout est programmé d'avance. Parce que moi qui étais dans ce truc étriqué où je ne pensais pas que j'avais une âme, quand j'ai vu Philippe tomber pour la 2e fois, donc et moi qui venais de tomber, je me suis dit, c'est pas possible. 3 burn-out, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Pourquoi je me suis dit ça? C'est pas mon mental qui me l'a dit. Donc je pense que mon âme à moi, alors mon âme, elle a eu la chance, c'est que comme j'ai fait mon burn-out avant Philippe, entre les deux, en fait, j'ai fait le burn-out entre les 2 siens, je me suis posée. Et donc, le burn-out, ça nous permet de se poser. Et je pense que mon âme a pu commencer à s'éveiller parce qu'il y a des choses qui se sont passées, mais que je n'ai pas pris conscience sur le moment. Et donc, une des choses que j'ai appris, moi, avant que Philippe même commence fasse son burn-out, c'est la naturopathie. Donc, l'alimentation. Pour moi, ça a été une grande découverte. Alors, j'étais toujours été quelqu'un qui a été intéressé par la naturopathie, enfin par l'alimentation, parce que je pensais que je m'alimentais bien. Mais je m'alimentais comme on nous le dit à la radio, c'est-à-dire 3 repas par jour, voire 4, entrée, plat, dessert, puis voilà, viande, fromage, beaucoup de produits laitiers. Alors on avait arrêté quand même parce qu'on avait commencé à comprendre. Et puis tout ce qui est fruits et légumes, on en a mangé 5. Sauf qu'on ne m'avait pas dit. Alors moi, je mangeais, je m'alimentais, je mettais des aliments dans mon corps. Mais je n'avais pas compris que mon corps, c'est comme une voiture. Si je suis un moteur diesel et que j'y mets de l'essence, il ne va pas marcher. Donc, en fait, mon corps, c'est mon véhicule de mon âme. Maintenant, ça, je le sais. Et qu'en fait, ce que j'y mettais, il fallait vraiment que ça soit quelque chose de positif, quelque chose qui puisse se servir. Alors moi, j'étais toujours en train de prendre des compléments alimentaires et puis au bout de 2 mois, je changeais parce que ça ne faisait plus d'effet, parce que mon corps ne suivait pas, mon énergie ne suivait pas. Donc c'était… Et en fait, je me suis aperçue que on s'est ouvert à la naturopathie. Moi, j'ai complètement adhéré à la naturopathie. Tu es peut-être un naturopathe en plus, toi, Ginette, non? Non, non, mais effectivement, ça fait des années que j'utilise la naturopathie pour pouvoir… Voilà. Donc, j'ai découvert la naturopathie, j'ai découvert que l'aliment pouvait être un aliment, c'était du vivant, et que quand on met des choses mortes dans un corps, je ne suis pas sûre qu'il puisse en retirer grand-chose. Et n'est-ce pas, Gilles? Je suis sûre que tu es d'accord avec moi. Donc, et en fait, ce qui fait que voilà, on s'est ouvert à la naturopathie, et moi, j'aurais adoré être naturopathe. Mais je ne pouvais pas tout faire. Et puis, bon, je pense que je ne suis pas venue sur cette terre aujourd'hui pour faire naturopathie, mais c'est quelque chose qui me plaît et que j'ai découvert. Et là, je dis encore merci à la personne qui m'a ouvert à la naturopathie. C'était une naturopathe et ça a fait boum. Et là, donc, on a découvert… Alors ça, c'est avec Philippe, quand il est tombé, on a découvert les soins énergétiques. Ça, on ne connaissait pas. Alors, on est comme tout le monde, on connaissait un magnétiseur, un guérisseur. Bon, ça pouvait aller. Le grand-père de Philippe était rebouteux, mais il est décédé il y a presque 40 ans, donc je ne l'ai pas connu. Et puis, personne n'en parlait chez lui, donc c'était quelque chose qu'on n'en parlait pas. Et là, surtout, ce que j'ai appris, c'est que tout était vibration. Que nous, on n'est fait que d'énergie, que les objets vibrent, que la nature vibre. Et ça a été une découverte pour moi. Et en plus, que l'énergie, on pouvait en prendre et qu'il existait des gens, des thérapeutes qui étaient là pour vous aider, en sachant que le thérapeute ne peut pas faire votre travail à votre place, il peut vous donner juste un petit coup de pouce pour que l'énergie soit fluide. Mais tout le travail, c'est à vous de le faire. Ça, par contre, je l'ai bien compris. Et donc, ce qu'on a compris aussi,
Alors, dans les énergies, on s'est initié au Reiki, on s'est initié à la bioénergie. Moi, j'ai fait de la réflexologie plantaire. Donc, ma petite Agnès, je te fais un petit coucou. Et puis, on a compris aussi qu'on s'est beaucoup soigné aux fleurs de Bach, puisque les fleurs de Bach ont une énergie. Et on sait donc que tout ça pouvait nous aider à guérir. Mais l'envers du décor, c'est qu'on a appris aussi, c'est qu'il y avait des énergies négatives. Et ça, on ne savait pas. Donc, on ne savait pas qu'on pouvait parasiter, qu'on pouvait se prendre des parasites, hein, des énergies négatives. Ça, je peux vous dire qu'on l'a bien expérimenté. Hein. Ça, s'il y a quelque chose qu'on nous a bien fait voir, c'est ça. Et donc, mais j'ai appris aussi qu'on pouvait se nettoyer. Et là, j'ai appris aussi qu'on pouvait se guérir et se nettoyer, donc, par les thérapeutes, soi-même, mais aussi avec la nature. Et c'est là qu'on a eu cette connexion à la terre, en fait. Ça, c'était une découverte pour nous. Donc, cette naturopathe que j'ai rencontrée m'avait dit, Nicole, marchez pieds nus par terre, vous pouvez vous connecter à la terre. Et ça, moi, je ne savais pas que la terre pouvait nous donner de la connexion, de l'énergie, que les arbres pouvaient nous nettoyer, nous donner de l'énergie, que l'air, la pluie, le vent, le soleil, tout ça, c'est de l'énergie. Et en fait, que toute la terre est là pour nous. En fait, on est en lien avec la terre. On est en lien avec le cosmos, mais on est en lien avec la terre. On est en lien avec le tout. Et tout ça fait que ça peut nous aider d'une manière ou d'une autre. Donc, on a compris que le canapé, le dimanche, à regarder la télévision, c'est fini. Ça ne sert à rien. Il faut aller se ressourcer. Il faut aller prendre de l'énergie dehors, auprès des plantes, auprès des arbres, auprès des forêts, auprès de l'eau. Tout ça, donc on a compris tout ça. On a compris que notre propre corps pouvait s'auto-guérir parce que, vous savez, on était dans un milieu, j'ai mal à la tête, je prends un médicament. Alors, on n'était pas très, très médicament, mais voilà. Alors que j'ai appris que mon corps, il est capable de me faire tomber malade, entre parenthèses, puisque c'est un message du corps, hein, quand on est malade, il y a quelque chose qui ne va pas, que si, par contre, on veut guérir, le corps est capable. Le corps est capable de s'auto-guérir. Et ça, c'est important. Mais par contre, pour qu'il s'auto-guérisse, il faut lui mettre les bons gestes en place. Et ces bons gestes, on les a appris après. Parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut nettoyer, il faut décrasser, il faut faire beaucoup de choses pour que le corps retrouve toute sa force d'auto-guérison. Quand, par exemple, il y a un truc qui me vient là tout de suite, je n'ai pas prévu, mais c'est par exemple qu'on m'avait dit que le corps prend 80% de son énergie pour digérer, 70 à 80% de son corps pour digérer quand on mange. Mais il reste combien de pourcentage pour s'auto-guérir? Il ne reste plus grand-chose. Donc, c'est important aussi de prendre conscience de tout ça. Après, on a aussi fait donc, une découverte. Alors, c'est pas c'est vraiment une des plus importantes, je crois, c'est le monde invisible. Alors, moi, j'étais très cartésienne. Le monde invisible, quand on a commencé à me parler des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des êtres de lumière et des guides. Mais vous me croirez si vous voulez, j'en avais jamais entendu parler, je ne m'étais jamais posé la question si ça existait ou pas, mais j'ai tout validé du premier coup. C'est-à-dire que pour moi, c'était une évidence. Alors que je ne m'étais jamais posé la question. Mais avec ces burn-out, c'est comme si on m'avait ouvert une ouverture de conscience et j'étais OK, que ces êtres-là, ils étaient là pour nous aider, pour nous guider, qu'on pouvait surtout leur demander de l'aide. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'on n'est pas tout seul sur cette terre. On ne nous balance pas ici alors moi, je disais, on est, on meurt. Et en fait, oui, on est. Quand on va naître, on est relié avec des êtres de l'univers qui sont là pour nous aiguiller, nous guider. Après, on verra avec le contrat d'âme, mais on ne nous balance pas sur cette terre tout seul. Mais c'est vrai que quand on n'en a pas conscience, qu'est-ce qu'on fait? On ne leur demande rien. Et aujourd'hui, moi, je leur demande de l'aide. Là, je leur ai demandé aujourd'hui, hein, oh, vous m'aidez pour cette conférence. Et voilà, je leur demande toujours de l'aide. Et puis, ils viennent m'apporter leur aide. Et ça, c'est super. Ça, c'est super. Et il y a aussi, eh bien, là, ça a aussi été une grande claque que j'ai prise parce que pour moi, comme je vous disais, je nais et je meurs. Et quand j'ai compris qu'après la mort, ce n'était pas la fin, comme tu le disais tout à l'heure, cette énergie, cette âme qui est là, elle est immortelle. Donc, elle va simplement changer de corps, elle va changer de véhicule. Mais entre-temps, elle va aller dans un autre espace-temps, dans d'autres plans, pour se régénérer, pour voir ce qu'elle a fait sur cette terre, qu'est-ce qu'elle a appris, qu'est-ce qu'elle va apprendre la prochaine fois.
Et elle va mettre tout ça en place. Et surtout que ces êtres qui sont défunts, ils sont toujours là en fait. Ils sont toujours là présents. Parce que cette énergie, elle est toujours en contact avec nous. C'est-à-dire que la mort n'est pas une fin. Et en fait, on peut parler à nos défunts. C'est vrai qu'on les pleure, mais on est triste, c'est normal. Mais il faut pas les retenir parce que pour eux, je crois, le moment de plus grande souffrance, ça a dû sûrement quand ils étaient sur cette terre. Que quand ils vont dans l'au-delà, ils sont vraiment dans un bien-être. Et là, je voudrais faire juste une aparté, c'est que la personne qui m'a préfacé mon livre, Jacqueline Jeanne, qui m'a aidée à l'auto-éditer, elle a écrit 3 livres sur l'au-delà. Elle a visité l'au-delà en voyage astral avec ses guides. J'ai lu ces livres, je les ai lus et relus, et pour moi, ça a été une explosion parce que ça me parlait, ça vibrait en moi. Et donc là, de voir que la mort, c'est pas une fin, qu'on est sur cette terre et que nos défunts ne nous lâchent pas, même ils sont nos guides, quelquefois et dans mon livre, j'en parle, parce que mon papa, que j'ai perdu, j'avais 16 ans, avec qui j'étais fâchée et avec qui j'avais eu des relations difficiles, j'ai appris pendant nos burn-out que mon papa était là et qu'il m'aidait, il me guidait. J'ai beaucoup d'émotions. En vous disant ça, je pense qu'il est là. Donc, merci papa. Donc, en fait, ils sont toujours là. Donc, c'est super, en fait. C'est vraiment génial parce qu'ils ne nous lâchent pas. Et en fait, quand on se rend compte que nos défunts et qu'on va revenir dans une autre vie, ça oblige à croire aux vies antérieures. Et là, les vies antérieures, pour moi, ça a été aussi quelque chose, une révélation. Donc, on a compris qu'il y avait des vies antérieures, que toutes nos blessures, pas toutes, mais beaucoup de nos blessures, venaient aussi de vies antérieures. On a eu l'expérience, pendant nos burn-out, on a eu des guidances qui ont été faites. Et on a vu, par exemple, Philippe dans une ancienne vie, où il est décédé à l'âge où il a eu ce burn-out. Alors, il y a plusieurs idées, mais je commence à comprendre que est-ce que nos vies intérieures, on n'est pas en train de les vivre en même temps qu'on est en train de vivre cette vie? C'est des questions qu'on peut se poser. Bon, voilà. Et en fait, Philippe, il s'est retrouvé coincé dans cette vie comme il a été coincé ou il est décédé dans une autre vie. Et ça a été quelque chose où on a compris que les problèmes qu'on a rencontrés, qu'on n'a pas pu résoudre dans une autre vie, se présentent aussi ici. Et là, on doit justement les résoudre. Il semblerait aussi que le fait qu'on soit dans l'ère du Verseau depuis 2012 fait que dans cette vie-là, on règle plus de choses que dans les autres vies. Enfin, on doit être amené à faire... Tout va beaucoup plus vite. Donc, c'est ça. Donc, on est obligé, dans cette vie-là, de résoudre... Enfin, tout va vite, donc on est obligé de résoudre tous nos problèmes. Quand on dit le karma, par exemple, c'est des casseroles, moi j'appelle ça des casseroles qu'on s'est ramenées. Alors, je ne sais pas au Québec si c'est l'expression que vous connaissez, mais c'est-à-dire c'est des paquets qu'on a pris dans d'autres, c'est pas des bons paquets, hein, c'est pas des bonnes valises qu'on a pris dans d'autres vies, qu'on vient ici et qu'on doit transcender en fait, qu'on doit guérir. Et donc ça fait partie donc de nos fameuses vies antérieures qu'on doit résoudre. Je me semblait que je voulais dire quelque chose sur les vies antérieures ou d'autres, mais je ne sais plus. Mais bon, voilà, en gros, c'était ce qu'on avait vu. Si, voilà, c'est ça. Je savais que j'avais quelque chose d'important. C'est de me dire que dans les vies antérieures, on a tout expérimenté. Et puis dans les prochaines aussi. Hein. Mais bon, moi, il me semblerait que je sois une vieille âme, donc j'ai dû en expérimenter pas mal. Et ces expérimentations font que aujourd'hui, je suis une femme. Je sais que dans d'autres vies, j'étais un homme. Mon mari a pu être mon fils. J'ai dû tuer, j'ai dû voler, j'ai dû assassiner, j'ai dû faire plein de choses pas belles. Parce qu'on a tout expérimenté. Donc aujourd'hui, je me dis, qui suis-je pour juger les gens dans cette vie-là? Parce que moi, si j'étais un voleur ou un tueur ou un assassin dans une autre vie, aujourd'hui, je ne suis pas un assassin, je ne suis pas un voleur. Mais la personne qui est aujourd'hui un assassin ou un voleur, ça a peut-être été dans une autre vie quelqu'un de très bien. Donc aujourd'hui, je me dis, qui suis-je pour juger quelqu'un?
Et ça a été quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et prendre justement ce fameux recul par rapport au jugement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Hein? Donc voilà, ça a été donc une des révélations les vies antérieures. On a aussi des révélations qui ont été de nos capacités, puisqu'en fait, on a tous des capacités. Tous les humains sur Terre ont des capacités. Nous, il s'avérait que moi, on m'a dit que j'avais des capacités de médium. Alors, comme je te disais l'autre jour, je ne me sens pas être médium, parce que je ne vois pas l'avenir. Pour moi, la médium, c'était la boule de cristal avec la voyante. Je ne suis pas une médium, mais il semblerait que je sois quelqu'un qui reçoit des messages. Et c'est vrai que pendant toute nos burn-out, j'ai reçu beaucoup de messages pour Philippe et que j'étais capable de lui dire des choses que je ne savais même pas d'où ça venait et ça venait tout seul. Et en fait, il est vrai que ce livre-là, donc en fait, il m'a été dicté. Donc je l'ai reçu d'abord en canalisation lors de mon sommeil. Enfin, je l'ai reçu vraiment avec le titre parce que franchement, j'aurais jamais eu l'idée de dire de faire un titre, mon burn-out, ma descente au paradis. Ça avait vraiment été soufflé. Et quand je l'ai écrit, ça m'a été vraiment dicté. Ça m'a été vraiment dicté. Alors, certains médiums m'ont dit que c'était Padre Pio qui était avec moi. Alors, je ne sais pas si tu connais Padre Pio. Non. Non, alors Padre Pio, c'est un saint italien qui est décédé dans les années, je crois que c'est 68 ou 67, hein, qui est décédé et donc qui avait les stigmates du Christ, qui avait les stigmates donc, sur les mains, les pieds et puis même au niveau de la poitrine. Donc, c'est un saint. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qui nous a été... Et Philippe, et en plus, on m'a dit que j'étais un canal. Alors, moi, je veux bien, je suis un canal et il semblerait que ce soit plus un canal de guérison par le mot, par les paroles. C'est-à-dire que moi, c'est peut-être pas mes mains qui guérissent, mais je me souviens d'une discussion qu'on a eue avec Gilles, qui était de dire que les paroles pouvaient justement guérir. Les mots peuvent guérir. Et je pense que j'ai cette capacité. Après, Philippe, lui, aurait des capacités de guérisseur. Mais après, bon, ben, ça, c'est autre chose. Mais on a tous sur Terre des capacités. Comme je dis, on est tous capables de jouer un instrument de musique, du piano, par exemple, mais on ne sera pas tous Mozart. Donc, ça veut dire qu'on a tous des capacités qui ne demandent qu'à s'ouvrir. Et elles vont s'ouvrir si on en prend conscience et si on laisse venir. Si on laisse venir, après, si on a la foi. Après, ce que je vous mettrai la façon qu'on a changé notre manière de vivre, ce virage à 180 degrés qu'on a pris. Et il y a une chose très importante aussi que j'ai découvert un peu à la fin du burn-out, c'est ce fameux triangle de Karpman. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît le triangle de Karpman, mais c'est ce fameux triangle où on a la victime, le bourreau et le sauveur. Donc, en fait, c'est un triangle où on se renferme tous plus ou moins à un moment ou à un autre. Alors, on change souvent les rôles, parce que soit on devient victime. Alors, la victime, c'est celui qui se plaint tout le temps, qui dit « Pourquoi moi? C'est toujours moi qui l'ai, c'est pas de ma faute, c'est toujours les autres. » Enfin, voilà. Après, vous avez le sauveur. Ben, viens, je vais t'aider, tu verras. Vous ne demandez rien, mais il vient quand même. Et puis, vous avez le bourreau, c'est celui qui est toujours là en train de vous asticoter, qui est toujours en train de vous critiquer, qui est toujours en train... Et puis, quelquefois, le bourreau, vous pouvez être simplement le bourreau de vous-même. Et ça, quelquefois, c'est peut-être encore le plus grave. C'est-à-dire qu'on se critique soi-même, on se dévalorise soi-même. Et donc, quand j'ai pris conscience qu'on pouvait être dans ce triangle, je me souviens, c'était Catherine Martin qui m'avait dit « Nicole, fais attention à ce triangle ». Et c'est vrai que je me suis vue en tant que sauveur, bien sûr, et puis victime. Alors, je ne me voyais pas trop bourreau, mais j'étais quand même le bourreau de moi-même. Et quand j'ai compris conscience qu'il fallait que je me sorte de là, j'ai vraiment fait comment dire, un pas en arrière et j'ai regardé et je dis c'est vrai. Et quand vous commencez à regarder ça, vous dites mais en fait, vous n'avez pas à vous occuper des autres, vous avez à vous occuper que de vous-même. En fait, il faut que je prenne soin que de moi, vraiment que de moi. Et à ce moment-là, si je prends soin que de moi, alors c'est pas de l'égoïsme, parce que ça pourrait être vu comme de l'égoïsme. Non, c'est de prendre soin de soi pour pouvoir après prendre soin des autres. Mais ne jamais aller au-delà. C'est-à-dire que pourquoi, si personne ne vous demande rien, eh bien, vous ne faites pas. Et en fait, beaucoup de thérapeutes l'ont compris, hein, en fait, on ne doit pas soigner quelqu'un s'il ne vous le demande pas. Parce que là, vous vous empiétez en fait sur lui et vous devenez après le sauveur. Et qu'on a compris que tout ce qui nous arrivait, ben, c'était de notre fait. À partir du moment qu'on sait que
quand tout nous arrive, en fait. Toutes les expériences qui nous arrivent, c'est qu'elles doivent nous arriver. Pour ces fameuses blessures, en fait, soit pour expérimenter ces blessures, parce que si vous souffrez de la blessure d'abandon, eh bien, vous aurez des abandons. Et quand vous vous rendez compte que vous souffrez de cette blessure, ben, les abandons, ils viendront moins, parce que vous aurez guéri cette blessure. Donc, vous n'aurez plus d'expérience sur la blessure d'abandon. Et en fait, toutes les expériences qui vous arrivent, c'est pour vos blessures, pour guérir vos blessures, pour transcender vos blessures. Et puis, si les expériences qui arrivent, c'est nous qui nous les nommons. C'est des mauvaises expériences ou c'est des bonnes expériences. Mais ce sont simplement des expériences qui sont là pour nous faire avancer. Et en fait, il y a souvent quelque chose qu'on croit. Par exemple, nous, nos burn-out, on aurait pu dire que c'est quelque chose de très négatif qui nous est arrivé. Ben, en fait, non. Aujourd'hui, nous, on dit merci à nos burn-out. Parce que ça a été des expériences douloureuses sur le moment. Douloureuses. Mais qu'est-ce qu'on a avancé? Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a... Enfin, ça a été des véritables cadeaux. Donc, vous voyez, tout ce qu'on dit, en fait, tout ce qui nous arrive, c'est toujours pour nous. Donc, pourquoi aller dire que c'est de la faute des autres? Et si vous avez un bourreau en face de vous, c'est que vous l'avez attiré en étant la victime. Parce que pour avoir une victime, il faut qu'il y ait un bourreau. Donc ça, ce triangle, quand on l'a bien compris et qu'on arrive à s'en sortir, je pense que c'est quelque chose d'important. Après, la dernière chose qui nous a vraiment été une découverte, c'est la spiritualité. Puisque je vous dis que moi, je n'étais pas du tout dans la spiritualité. Et la spiritualité, on est bien d'accord que c'est autre chose que la religion. Rien à voir avec la religion. Hein, parce que pour moi, la spiritualité, c'est... Alors, le mot spiritualité me gêne toujours un peu, parce qu'il y a cette connotation qui est de la religion. Pour moi, c'est plus une ouverture de conscience. Et comme je vous disais tout à l'heure, quand je me sentais étriquée dans quelque chose, et quand il nous arrivait, j'ai l'impression d'avoir eu quelque chose qui s'est ouvert. Et en fait, pour moi, c'est vraiment la prise de conscience. Prise de conscience qu'il y a quelque chose de plus grand que nous sommes tous reliés, mais aussi bien les hommes, les humains, que le monde végétal, le monde animal et le monde minéral. Et que sur cette terre, tout est lié. Et en fait, c'est vrai quand on dit que ça fait un tout, ou ça fait qu'un. Et à partir du moment qu'on se rend compte que quand je fais quelque chose, ça a une incidence sur quelqu'un, c'est-à-dire que quand moi j'ouvre à la spiritualité, ça veut dire que j'envoie de l'amour autour de moi et qu'il y en a qui vont le recevoir. Que quand j'ouvre, quand je suis positive, eh bien en fait, je donne du positif autour. Que quand je suis dans la joie, j'inonde les autres de la joie. C'est comme si vous tous là, vous voyez, je vous vois tous sur l'écran avec des petits carrés. Eh bien, il y a des connexions à tout. Et en fait, l'humanité, c'est ça. Mais ce n'est pas que l'humanité, c'est l'humain. Donc pour moi, la conscience, la spiritualité, ça a été ça. C'était vraiment quelque chose de très, très fort et que tout est programmé. Là, par contre, donc, si on revient à la réincarnation ou à les vies antérieures, c'est-à-dire que quand on est arrivé sur cette terre, on a choisi notre famille. On a choisi le milieu où on vient. On a choisi le pays. On a tout choisi avant de venir pour justement évoluer. Pour moi, c'est vraiment pour évoluer, pour devenir plus grand. Mais c'est notre conscience qui doit évoluer. C'est notre âme pour arriver à l'élévation suprême qui est après arriver à la source. Et ça, c'était pour moi important de le comprendre, de comprendre qu'on était dans ce monde-là et qu'on avait, avant de venir, choisi ce qu'on allait vivre. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait tout choisi dans le détail, mais au moins les grandes lignes. Et qu'autour de nous, il allait être mis des gens, alors on peut parler de famille d'âme, des gens autour de nous pour justement que toutes ces expériences qu'on devait vivre soient vécues le mieux possible. Alors, on est d'accord que si on n'a pas compris, ça va se renouveler. Et il y a j'ai lu un jour un livre qui disait que même les mauvaises personnes qu'on met mauvaises ici, c'est que là-haut, elles ont pris l'engagement de venir pour nous jouer le rôle du méchant. Et que quand ils étaient là-haut, ils disent non, non, je ne veux pas faire ça, je ne te ferai jamais de mal. Et puis quand ils arrivent sur Terre, comme ils ont décidé que ça serait celui qui vous taperait dessus, mais c'est pour justement que vous puissiez comprendre l'humiliation, le rejet, l'abandon, vous voyez, ou l'injustice. Et tant que vous n'aurez pas compris ça, eh bien, ils seront plusieurs à venir pour vous le répéter. Tout ça, donc ça fait un grand tout.
ça fait toute cette ouverture et quand on a toutes ces ouvertures, ben, la vie elle est beaucoup plus facile parce que ben, vous prenez en disant ben, que voilà, c'est comme ça. Mais en fait, c'est comme une rivière qui coule. Enfin, voilà, vous dites que ben, voilà, vous laissez passer, vous laissez passer. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure dans ce qu'on a mis en place. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire concernant ce qu'on a découvert dans ce milieu. Et je peux vous dire, alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut Il y a faire une deux... question, en fait. Voilà. Il y a quelqu'un qui demande si on ne guérit pas ces peurs. Non, attends, ça c'est moi, en fait. Parce que j'ai répondu à la personne. Elle dit peut-on rechuter d'un burn-out lorsqu'on prend sa retraite? Fait que moi, j'ai répondu, mais j'ai dit je vais questionner. Est-ce qu'on peut rechuter d'un burn-out lorsqu'on prend sa retraite? Bien sûr, Ben oui. bien sûr, mais on peut faire un burn-out en retraite. Mm-hmm. Bien sûr, puisque pour moi, c'est le fait d'un burn-out, c'est qu'on a un message de notre âme qui dit stop. Stop à quelque chose. C'est pas simplement au travail, ça peut être stop à la manière dont on vit, la manière dont on pense, la manière dont on gère son quotidien, la manière de ce qu'on fait en fait. Je ne sais pas ce qu'on a prévu moi avant de venir, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis sûre j'ai toujours eu ce goût d'aider les autres, de partager, d'être. Et en fait, tous mes métiers faisaient que j'étais dans le partage. Mais et aujourd'hui, grâce à mon burn-out et à ce livre, je partage. Donc en fait, il y a quand même une ligne conductrice dans tout ça. Mais si si on part en retraite et qu'on n'a pas soigné les blessures, alors ça ne va pas se retrouver dans le travail, bien sûr, mais ça va se retrouver dans ce que vous allez vivre en retraite. Ça peut être déjà. Alors, il faut arrêter de dire qu'un retraité ne fait rien. C'est pas vrai. Moi, je suis en retraite depuis le mois de juillet et on n'arrête pas. En fait, un retraité, en fait, tout le monde croit qu'il n'a rien à faire, donc tout le monde lui donne plein de choses. Mais t'as le temps, toi, t'as le temps, donc c'est vrai. Donc, donc, en fait, il ne faut pas croire que parce qu'on est en retraite, on est à l'abri du burn-out. Et on peut être aussi, par contre, là où je te disais tout à l'heure, le burn-out et la dépression, en retraite, on peut tomber en dépression parce qu'on a perdu ses repères. Parce par exemple, quand on a tout fait pour le travail pendant toute sa vie, pendant plus de 40 ans, et que du jour au lendemain, on se retrouve sans rien, est-ce que là, il n'y a pas la dépression qui guette? Et pour moi, la dépression et le burn-out, c'est deux choses différentes. Parce que si la dépression, ça veut dire que vous manquez vous n'avez plus de goût à rien. Vous ne savez plus pourquoi vous vous levez le matin. Si votre travail vous occupait continuellement et c'était vraiment votre centre de vie. Voilà, donc je ne sais pas qui c'est qui a posé la question. J'espère que j'ai répondu à peu près à sa question. Sinon, elle va peut-être lever sa main pour pouvoir soit poser la question elle-même, mais c'était la question qui était sur le chat. Peut-être qu'il y en a d'autres. Si vous avez des questions, levez votre main. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ce que je viens de dire, la première partie? Oui, il semble avoir une question ou peut-être une main. Je vais essayer d'aller la retrouver. Ou s'il y a une question. Oui, il y a quelqu'un qui lève une main, je vois. Peut-être ouvrir le micro. Ça me répond. Ça me répond bien, d'accord. Galaxy 50, ça me répond bien, d'accord, merci. Alors, bonjour, moi j'ai une question. Oui. Voilà. Tout d'abord, merci pour tout ce que vous expliquez. Je me reconnais à 1000% dans ce que vous dites. J'ai fait un premier burn-out en 2014 et là, j'ai eu le deuxième, majeur, grave, enfin tout ce que vous voulez, en mars 2019. Je comprends bien, donc tout l'éveil spirituel, je l'avais commencé avant. Mais là, j'avoue que je boucle un peu. Je sais que je dois changer quelque chose, mais je ne sais pas quoi, en fait. Est-ce que vous avez changé de travail? Je suis en arrêt maladie. Oui, mais avant, pour le deuxième burn-out, vous aviez changé de travail? Juste changer de direction au sein de la même entreprise. Ouais, ben voilà, il ne faut pas chercher. Hein. Déjà, enfin, ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai compris. Il ne faut pas rester sur le même schéma. Philippe, mon mari, n'avait rien changé. Hein, donc, il est retombé parce que, en fait, si vous avez un burn-out la première fois, c'est que, et que vous êtes retombé, c'est que votre travail que vous avez n'est pas adapté. N'est pas adapté à ce que vous voulez faire.
voilà, de toute façon, je suis incapable de travailler, je ne peux plus. Bah non, non, mais de toute façon, c'est pas possible. Un burn-out, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qu'on disait un petit peu avec Ginette vendredi. Un burn-out, c'est long. C'est quelque chose. Enfin, après, on a plusieurs degrés de burn-out, mais c'est quelque chose qui est physiquement, psychologiquement épuisant. C'est l'épuisement. Il faut du temps, parce qu'il faut du temps pour reposer le corps, il faut du temps pour reposer l'esprit, et après, il faut du temps pour se trouver. Et c'est pour ça que le burn-out, c'est vraiment une pause. Moi, c'est pour ça que je pense que vraiment, c'est l'âme qui dit stop. Il dit, je veux me poser, je veux m'arrêter. Et il met, comme on parlait des interrupteurs tout à l'heure, il met tout à zéro pour que vous vous arrêtiez. Donc, au jour d'aujourd'hui, ne pensez même pas à ce que vous allez faire. Ne pensez qu'à vous. Pensez à vous d'abord pour vous guérir, c'est-à-dire vous reposer, pour prendre soin de vous, pour tout ce que je vous ai dit, là, les prises de conscience qu'on a eues, et ce que je vais vous dire, là, ce qu'on a mis en place, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il faut du temps. Moi, ils me font rire, les médecins, quand ils disent on va vous donner 3 mois d'arrêt. Mais 3 mois d'arrêt, je veux dire, si vous avez 20 ans ou 25 ans, c'est peut-être possible. Vous avez peut-être les ressources. Mais moi, je sais que j'avais 55 ans, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il faut du temps. Il faut que le corps, enfin, moi, je disais, j'avais un sacré paquet derrière moi de croyances et tout, parce que maintenant, je vois beaucoup de jeunes entre 30 et 35 ans qui font des burn-out, parce que la société est telle. Mais nous, notre génération, on a un paquet qui est bien chargé derrière. Hein. Donc, il faut l'enlever, ce paquet. Il faut le guérir. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Nicole, donc, prenez le temps. Nicole, je pense que c'est la même personne qui disait, en fait, comment on peut-on savoir ce que l'on doit guérir? Parce que, tu sais, on dit, il faut guérir tel aspect. Donc, je crois qu'il faut se faire aider. Parce que est-ce qu'on est capable soi-même de le voir? Je ne sais pas. Nous, on a eu beaucoup de conversations avec des thérapeutes, parce qu'on a vu beaucoup de thérapeutes avec qui on a compris. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a décrypté des rêves. On a décrypté des peurs de la maman de Philippe. On lui a posé des questions, on avait la chance qu'elle soit encore en vie, donc on lui a posé des questions et c'est là qu'on s'est aperçu qu'elle avait beaucoup de peur avant la naissance de Philippe, pendant sa grossesse. On a fait des guidances qui nous ont aidés aussi, et là, c'est là qu'on s'est aperçu que l'âme de Philippe voulait faire demi-tour. Et là, c'était rigolo parce que sa maman nous a dit, ben oui, il avait le cordon autour du cou, il était bleu. Donc, ça voulait dire vraiment que l'âme a failli mourir. Enfin, l'âme voulait mourir. Elle a failli faire demi-tour. Donc, il faut du temps, les blessures, je crois que tout seul, c'est pas facile de les voir. Ce que je pourrais rajouter en tant que thérapeute qui accompagne énormément, c'est que, comme tu l'as dit, Nicole, l'âme arrive déjà avec un bagage de blessures d'incarnation ou de blessures. Puis quand on veut faire un processus, il faut le faire en conscience, mais il faut regarder nos sphères de vie. C'est qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qu'on pense négativement, puis l'écrire, l'observer. Et c'est ça qu'il faut guérir parce que, en fait, on devrait être dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Et si on ne l'est pas, on devrait se demander qu'est-ce qui fait que ça ne va pas. On part de là, s'observer. Oui, mais quand tu es dans le burn-out, tu ne peux pas t'observer. Non, effectivement, mais s'il y en a des gens qui ne peuvent pas, pour X raison, aller voir un thérapeute, oui, voilà. Mais même avec le thérapeute, dépendamment des thérapeutes, c'est ce travail qu'il faut faire. Donc, c'est observer, c'est prendre conscience, c'est juste effectivement se déposer, puis commencer à être bien. Juste à dire, je me dépose, point. Je me dépose. Et en fait, moi, après, je t'en parle dans mon livre, mais il y a plein de techniques, il y a des outils pour déjà se nettoyer. Oui. Psychologiquement, psychiquement, il y a quelque chose qui est très simple, c'est de prendre un cahier, une feuille et écrire tout ce qui vous a fait de la peine dans votre vie. Mais alors, depuis que vous êtes toute petite jusqu'à maintenant, du plus petit détail. Pierre, à l'école maternelle, qui m'a traité que j'étais une grosse vache, par exemple, vous le mettez. Hein, vous mettez tout. Et ce papier-là, alors moi, c'est ce qu'on m'avait enseigné à faire, c'était de le plier, de le mettre dans une petite boîte, d'y mettre une petite croix, de l'attacher avec une petite croix, la croix donc, du Christ, et d'enterrer. Parce qu'on me disait que le feu n'était plus assez fort aujourd'hui pour nettoyer.
Et nous, on s'est vu faire ça et pleurer pendant des jours, enfin 2 jours après, pleurer sans pouvoir s'arrêter. C'était vraiment un nettoyage. Je voudrais juste faire une aparté aussi, c'est par rapport au burn-out, là, parce qu'on parle de thérapeute, on parle de ça. Je dirais aussi qu'il ne faut pas, il faut se faire accompagner, si possible, par un psychiatre, parce que c'est vraiment très, très important d'être suivi médicalement. Parce que le burn-out, il y a aussi quelque chose qui peut arriver, c'est les suicides. Et ça, nous, ça nous a pu nous arriver. Donc, il faut vraiment se faire suivre par un psychiatre. Alors, si vous avez vraiment un médecin traitant, un médecin de famille qui est très bien, mais il ne faut pas passer à côté de ça. Par contre, nous, Philippe n'a jamais pris de médicaments, de produits chimiques. Il ne s'est soigné qu'avec des plantes, la bioénergie, l'énergie, des plantes, des fleurs de bac, voilà. Mais je pense qu'il faut quand même rester dans une certaine couverture médicale sérieuse aussi. Parce qu'il y a des psychiatres qui peuvent vous aider. Donc voilà, ça c'était juste une petite aparté. Hein. Voilà. Il ne faut pas non plus faire très attention quand même. Donc, est-ce qu'au niveau des questions, c'est bon? Je n'ai pas d'autres questions. Bon, voilà. Donc, je vais vous dire ce qu'on a mis en place. Parce que donc, on a donc découvert des thérapeutes, bien sûr. On a découvert des gens formidables autour de nous. Et ça a été un grand cadeau quand je vous disais que la famille nous a presque tourné le dos, les amis, on était un peu seuls. Et en fait, l'univers est très, très généreux puisqu'il vous met après en face de vous, sur votre chemin, tout ce qu'il faut pour avancer. Alors, ce qui nous est donc... la première des choses qui nous a été donnée de vivre, puisque ce virage à 180 degrés fait que toute notre façon de vivre, de penser, de nous alimenter a changé. La première des choses importantes qui nous a été donnée, c'est la foi. Alors, on est toujours d'accord que ce n'est pas la foi de la religion, c'est la foi en nous et la foi dans le divin. La foi en nous, c'est-à-dire qu'on a tous les capacités pour avancer. Tous nos outils, nous les avons. Donc, il faut se faire confiance vraiment à 100%, s'écouter, cette fameuse intuition, essayer de la développer, parce que quand vous pensez, donc, quand vous avez cette foi en vous et en le divin, donc pour moi, le divin, c'est cette énergie qui peut être appelée Dieu, la source, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais on est connecté à cette énergie. Et quand on sait qu'on est connecté à cette énergie, on lui fait confiance. Donc, c'est vraiment la foi, pour moi, c'est la confiance. La foi, c'est la confiance en soi et la confiance au divin. La confiance à nos guides, la confiance à nos défunts, la confiance aux anges, aux archanges, de savoir qu'on n'est jamais seul. Moi, j'ai pris des messages quand je vous disais qu'au niveau de la médiumnité, donc j'avais eu cette capacité de prendre en écriture intuitive. Donc, j'ai pris des messages en écriture intuitive et j'ai reçu des messages de l'au-delà et des anges et des archanges. Et j'en ai même qui ont été signés de Dieu. Et on me disait, demande et je te donnerai. Parle, je t'écouterai. Écoute, je te parlerai. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'est jamais seul. Il faut vraiment demander. Nous, on a eu des situations où on a demandé et ça se passait. Ça venait l'après-midi. Donc, c'était quelque chose d'assez incroyable. Donc, je pense que cette foi en nous, au divin, à l'univers, ce que vous voulez, l'intuition, qu'on est toujours guidé, qu'on n'est pas seul. Ça, c'était quelque chose qui fait que tout ce qui nous arrive toujours pour notre bien, pour évoluer. Et ça, à partir du moment que vous savez ça, c'est quelque chose qui fait que même la claque que vous prenez, vous dites c'est parce que je n'ai pas compris quelque chose. Alors, je prends du recul, je m'arrête et je regarde ces fameuses blessures, comme on disait tout à l'heure. Alors, bien sûr, quand on est en plein burn-out, ce n'est pas facile. Il faut vraiment passer ce cap-là. Mais il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a des coachs qui viennent, qui peuvent vous aider. Moi-même, je sais que j'ai des gens qui m'ont téléphoné avec qui on a décortiqué ce mécanisme, parce qu'on ne peut pas toujours tout voir. Donc ça, c'était important. Deuxième chose qui a été vraiment très, très importante pour nous, c'était le pouvoir des mots et de la pensée. De comprendre, alors ça, c'est Gilles qui nous l'a fait
qui nous l'a fait vraiment mis en évidence, c'est-à-dire que le mot a une vibration, le mot a un pouvoir. C'est-à-dire que quand vous prononcez un mot, vous mettez en route une vibration. Et ça, c'est très, très important. Et savoir que la pensée est le début d'un processus. En fait, il y a la pensée, donc vous dites ce que vous allez faire, vous mettez la parole, donc vous dites ce que vous allez faire. Donc vous voyez que le pouvoir, la vibration qui est mise en place de la pensée, et déjà, admettons, ici, vous faites la parole, c'est ça, et après, il y a l'action. Et ça veut dire que vous mettez en place ce à quoi vous avez pensé. Et quand on commence à comprendre que la pensée, eh bien, en fait, est créatrice, la pensée est créatrice, c'est-à-dire que dès que vous commencez à penser, vous mettez en place quelque chose. Alors, il est bien sûr évident que si vous commencez à vous lever le matin en disant « j'ai mal au cou, j'ai mal aux pieds, ça ne va pas », ça va être une journée de 1, et bien vous mettez en place cette journée de, et vous mettez en place les douleurs, et vous mettez en place tout ce qui ne va pas. Mais si vous vous levez le matin en disant « waouh, c'est une belle journée qui commence », vous êtes déjà dans la pensée de dire « merci, je me lève, merci, je me réveille, merci, j'ouvre les yeux ». Eh bien déjà, vous mettez en place un sentiment positif, un sentiment de gratitude. Donc tout ça, c'est vraiment important. Le mot aussi, j'ai compris que le mot est important, donc sa composition, parce qu'il a une vibration. Et j'ai compris que la prière avait un pouvoir, puisque la prière n'est qu'une succession de mots et de pensées, et bien sûr positive. Donc ce qui fait que plus un mot ou une prière est répété, plus sa vibration augmente. Après, ça fait un égrégore. Donc, vous savez, ces fameuses grosses bulles. Et plus l'égrégore est gros, plus il a du pouvoir. On est d'accord qu'il vaut mieux un égrégore positif qu'un égrégore négatif. Parce que c'est bien mieux d'avoir des choses positives. Et c'est donc là qu'on en arrive à la pensée positive. Donc, si vous mettez en place la pensée positive, eh bien déjà, vous allez voir que tout ce qui vous arrive, eh bien, c'est du positif. Puisque ça me fait penser au verre. Vous avez un verre, il est à moitié vide ou à moitié plein. Eh bien, si vous regardez ce verre, vous pouvez comparer votre verre à votre vie. Eh bien, si vous regardez le verre à moitié vide, c'est négatif. Mais si vous le regardez à moitié plein, c'est positif. Et c'est toujours le même verre. Rien que de voir ça, c'est-à-dire que toutes les situations qui vous arrivent, eh bien, vous mettez en positif. Par exemple, il pleut. Ah, il pleut, je suis en vacances, il n'est pas beau. Ah oui, si vous commencez comme ça votre journée, c'est fichu. Si vous dites « oh, il pleut », ben, ça va arroser mes plantes, ça va faire du bien à la nature, et puis je vais aller me balader sous la pluie, ça va me régénérer, ça va me nettoyer. Donc, vous voyez, il y a toujours des choses positives à toute situation. Et quand vraiment, vraiment, vous ne pouvez pas en trouver, mais vous dites « eh bien, c'est parce que ça devait se faire comme ça ». Et c'est tout. Il n'y a rien à dire de plus. Et à ce moment-là, vous verrez que nous, on l'a beaucoup fait parce que Philippe se levait le matin avec des... Moi, j'étais contente, hein, et lui, il se levait, il avait beaucoup de douleurs. Et la première parole qu'il me disait le matin, c'était ses douleurs. Et moi, j'en pouvais plus parce que je croyais que c'était une bonne journée, ça me remontait le moral. Et un jour, on a rencontré Gilles. Hein, et Gilles, il nous a dit, commence ta journée en n'en parlant plus. Et voilà. Et on n'en a plus parlé. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, mais on ne les nourrissait pas. Parce qu'en fait, plus vous parlez de quelque chose, plus vous le nourrissez. Parce qu'en fait, vous reprenez cet égrégore. Donc, si vous le dites une fois, ça va être petit comme ça. Mais si vous le dites tous les matins pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis voilà. Et ça prend énormément de place. Comment voulez-vous que ça se dégonfle? C'est pas possible. Donc, il faut vraiment être dans le positif, dans le pouvoir du mot et de la pensée. Ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour nous. Après, il y a eu la loi d'attraction. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la loi de l'attraction. Simplement une chose, c'est que l'univers ne connaît pas la négation. Et quand on commence à comprendre ça, c'est-à-dire que vous dites « oh, je ne voudrais pas être malade », ben, vous dites que vous voulez être malade. Parce qu'en fait, à l'univers, vous lui demandez d'être malade puisqu'il ne connaît pas la négation. Donc, ça fait partie des choses comme les mots, la pensée, qu'il faut faire attention. C'est-à-dire quand vous voulez quelque chose, quand vous voulez que l'univers. Et l'univers, il n'a qu'un but, c'est vous donner ce que vous voulez. C'est vraiment ce qu'il veut. Il est là pour vous donner ce que vous voulez. C'est un accord qui a été passé avant que vous arriviez. Je te donnerai tout ce que tu demanderas.
Alors, si vous dites, mais il ne connaît pas la négation. Donc, si vous demandez quelque chose et que vous mettez ne pas, c'est comme les. Vous savez, je crois que c'est Mère Teresa qui ne voulait pas faire de manifestation ou quoi que ce soit parce qu'elle ne voulait pas manifester contre la faim. Ben, parce qu'on ne manifeste pas contre la faim. On manifeste pour l'alimentation pour tous. Ou contre la paix. Parce que si on fait contre la paix, on manifeste pour la guerre. Vous voyez, c'est important, de cette loi d'attraction, simplement de penser à ça. Vous pouvez tout demander à l'univers. Tout, tout, tout. Vous pouvez demander de l'abondance en tout. Mais ne lui demandez rien en négation. Alors, il faut contrôler ses pensées, contrôler ses mots pour que tout vous vienne de manière positive et que ça soit bien entendu, que le message soit bien compris par là-haut. Donc ça, c'est une chose qu'on a compris. On a compris aussi quelque chose qui était qu'on ne connaissait pas non plus, c'est cette fameuse énergie, l'énergie d'amour, en fait, qui est une des plus belles énergies. Et je me souviens en réflexologie plantaire, quand j'ai fait ma formation, l'enseignant nous avait dit quel est le contraire de la peur, l'opposé de la peur. Et bien, il nous a dit c'est l'amour. Moi, sur le moment, je n'avais pas compris. Mais en fait, c'est ça. En fait, avec l'amour, vous pouvez tout. En fait, dès que vous avez peur, c'est que vous n'êtes plus dans l'amour. Vous n'êtes plus dans la confiance, vous n'êtes plus dans la foi. Donc, l'amour, c'est vraiment l'énergie. En fait, l'amour, c'est l'énergie la plus forte qui puisse exister. Alors, on est bien d'accord, ce n'est pas l'amour de petit égoïste, le petit amour d'égoïste. Non, c'est l'amour inconditionnel. C'est l'amour qu'on a pour soi, déjà. Parce qu'en fait, si on n'a pas d'amour pour soi, eh bien, les autres ne peuvent pas en avoir pour vous. Ça, comme vous l'aurez compris, c'est déjà très important aussi. Et l'amour qu'on a pour les autres. En fait, à partir du moment qu'on a l'amour pour soi, mais on s'ouvre pour l'amour des autres. Parce que c'est comme un vase. Si on ne le remplit pas à l'intérieur, on ne peut rien reverser. Donc, il faut se remplir nous-mêmes d'amour pour pouvoir le redonner aux autres. Donc ça, c'est important de savoir que cette énergie d'amour, en fait, c'est une énergie qui peut guérir. Alors, je ne suis pas dans la religion, ça je vous le répète, mais Jésus guérissait parce qu'il était amour. Et non pas parce qu'il était dans la religion, parce que c'était quelqu'un qui avait de l'amour. Et tout thérapeute, s'il agit avec de l'amour, et non pas de l'amour, pas d'orgueil, hein, on est d'accord, l'amour inconditionnel, s'il se laisse passer par cette grande énergie, il redonne de l'amour. Et c'est l'énergie d'amour qui guérit. Et ça, c'est important. Quand on a compris ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé notre vie. Au début, j'avais mon ami qui me disait, Nicole, Nicole, le cœur. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. En fait, le cœur, c'est ça, c'est ce qui vient du fond de nous, en fait. Et ça, c'est important. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme... Ah ben oui, ce qu'on a appris aussi, qui est important quand on fait un burn-out, c'est qu'on a appris à dire non. Mais oui. Est-ce qu'on est combien Alors, je ne sais même pas si on a le temps de penser non, en fait, quand on vous demande quelque chose. Parce qu'en fait, on veut tellement être aimé, on veut tellement faire plaisir aux autres, que quand quelqu'un vous demande quelque chose, vous ne prenez même pas le temps de réfléchir et vous dites oui. Et après, vous dites, oh mince, c'était pas ça que c'est l'embête. Enfin, mais maintenant, je ne peux plus lui dire non, puisque je lui ai dit déjà oui. Donc, en fait, il faut vraiment apprendre à dire non. Alors, on est toujours d'accord que le non, c'est pas ce qu'on dit qui est important, c'est de la manière dont on le dit. Donc, si vous dites à quelqu'un non, bah, il ne va pas être content. Mais si vous lui dites, écoute, ce que tu me demandes, il faut que j'y réfléchisse, je vais voir ce que je peux faire, et puis je vais voir selon mes priorités, je te donne ma réponse demain, ou dans 1 heure. Vous ne lui avez pas dit oui. Et vous, ça vous permet de prendre le temps de regarder à l'intérieur de vous si vous voulez vraiment le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fonctionnait comme ça, on n'a pas le temps de dire quoi que ce soit, on disait oui. Et aujourd'hui, on a appris à dire non. Ça ne fait pas toujours tout plaisir, mais on a appris à dire non. Et ça, c'est important. Parce que sinon, on se laisse complètement avoir et on ne pense plus à nous. Parce que le but, c'est de toujours penser à nous, en fait. C'est nous en premier. Et c'est ça, c'est vraiment, il va falloir se le mettre dans la tête, c'est de dire que nous, on passe en premier. Parce qu'on est sur cette terre pour notre propre évolution. On n'est pas pour l'évolution des autres. On est là pour notre propre évolution. Et en sachant que notre propre évolution, si on la réussit, si on est en accord avec ce qu'on fait, de toute façon, on va la rayonner autour de nous. On va le donner aux autres. Et tout ce qu'on se donne à nous, on va le donner aux autres. Donc ça, c'est vraiment important. Donc,
On a appris la connexion à la nature, je vous l'ai dit, donc ça, c'est vrai que maintenant, on a compris qu'il fallait plus, on pouvait aller dans l'eau, on pouvait aller voir les arbres, on pouvait parler aux arbres, on pouvait prendre, enfin, j'aime pas dire prendre de l'énergie aux arbres, parce qu'ils nous donnent, en fait, c'est eux qui nous donnent de l'énergie, même quand on se promène. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a appris et qu'on a appris que, voilà, on était tous liés à cette nature. Et ce qu'on a appris, parce que ça, je crois que tous ceux qui ont fait un burn-out peuvent le comprendre, c'est que on a appris le lâcher-prise. Je n'aime pas trop le mot lâcher-prise parce que ça fait comme si on lâchait quelque chose. Alors, je dirais plutôt accueillir ce qui est. Parce qu'en fait, quand on fait un burn-out, souvent on est dans le contrôle. Et là, on a appris à accueillir. Accueillir ce qui est. Être ici et maintenant. De comprendre que le passé est passé, qu'on ne pourra pas le changer, que le futur, c'est pas encore là, et qu'on est en train de le construire avec justement le présent. Moi, je dis que le lâcher prise ou c'est accueillir ce qui est, c'est comme être sur une rivière. C'est-à-dire qu'on a cette rivière qui coule, c'est la rivière de la vie. Et si on se laisse porter par le courant, tout est fluide, tout est facile. Alors, je ne dis pas qu'il ne va pas y avoir des petits encombrements ou des choses comme ça. Mais si on laisse passer, le courant sera le plus fort et on se laisse passer. Par contre, si on veut remonter la rivière à contre-courant, c'est-à-dire que de ne pas aller être dans le contrôle, de tout vouloir faire et de tout vouloir gérer, eh bien, en fait, on va se retrouver à pas avancer, à reculer, et ça sera difficile. Il y aura vraiment des choses qui vont nous être mises sur notre route pour pas qu'on avance. Donc, ça, voilà. On a appris vraiment ce ici et maintenant. De plus faire des films pour ce qui va se passer et de plus faire des films pour ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, on peut rien changer. On a aussi compris l'effet miroir. C'est-à-dire que les gens qui sont mis sur notre route, c'est notre reflet. Et là, les personnes, souvent, quand ils nous parlent, c'est qu'ils ont un message à nous donner. Et ça, c'est encore été Gilles qui nous a bien mis cet effet devant nous. C'est-à-dire que quand les gens vous parlent, ils vous disent, déjà quand vous n'aimez pas quelque chose sur quelqu'un, souvent, c'est que ça réveille une souffrance, une blessure. Et vous vous dites, pourquoi il fait ça, j'aime pas ça. Il faut se demander pourquoi on n'aime pas ça. Vous avez la personne, elle vous dit, mais il vous dit quelque chose, et puis ça résonne, puis vous dites, mais pourquoi il me dit ça, enfin, et en fait, il faut toujours écouter, savoir ce qu'il va vous dire. Parce que ça peut être un message qu'il vous donne. Ça peut être aussi quelque chose que vous lui enviez. Par exemple, j'ai l'exemple de quelqu'un qui se prélasse toute la journée sur son canapé, puis vous êtes là à balayer, et puis vous vous dites, mais ça vous agace. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes plus ou moins jalouse de cette personne qui est en train de se prélasser, parce que vous voudriez faire la même chose. Mais vous ne vous l'autorisez pas. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous être envoyé. Et puis, il y a aussi quelquefois des gens qui vous disent des choses, mais ils se le disent pour eux, pas pour vous. Parce que ce n'est pas parce qu'ils vous disent quelque chose que c'est vrai. Et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à comprendre aussi, c'est que la vie des autres, eh bien, ça ne nous regarde pas. En fait, c'est leur avis. Et comme disait Gilles, c'est celui qui l'est, qui dit qu'il l'est, en fait. Donc, en fait, peut-être que la personne qui est en face de vous, qui vous fait des reproches, eh bien, c'est peut-être pour elle qu'elle le dit aussi. Donc, vous voyez, maintenant, quand quelqu'un est en face de nous, ben, on essaie de prendre du recul pour dire, est-ce qu'il a un message à me donner? Est-ce que, en fait, non, il n'y a rien à me donner, c'est lui qui le pense. Ce n'est pas parce qu'il me dit que je suis une idiote que je le suis, c'est lui qui le pense. Moi, je ne le pense pas. Et en fait, ce qui fait que le jugement des autres m'atteint presque plus. Je dis bien presque plus parce qu'il y a des fois quand même, on est encore des humains. Hein. Et donc, mais tout ça, j'arrive à apprendre. Alors qu'avant, je faisais tout pour que les autres m'aiment, que les autres pensent bien de moi, que pensent ceci, pensent cela. Ben maintenant, non. Maintenant, voilà, je regarde, c'est tout. Et donc, j'en arrive au fait du non-jugement aussi. C'est-à-dire que je commence à me dire, ben, qui suis-je pour juger? Comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au fait des vies intérieures. Et puis, qui suis-je pour lui donner un jugement? Parce que ce qui est bon pour moi n'est peut-être pas bon pour lui. Lui, il a une expérience à vivre. Il est venu sur Terre pour son expérience à lui, pour son évolution. Donc, ben voilà, ça se fait. Mais je n'ai pas jugé. Et puis maintenant, on est aussi beaucoup moins dans le faire. On est dans le être. On ne dit plus, il faut que je fasse ça. Je dois faire ça. Maintenant, on se dit, même ce genre de mots, vous voyez, quand je vous disais le poids des mots, on fait attention à ne plus dire, je dois faire. Si je le fais, c'est parce que j'ai envie. Alors, je sais qu'on doit faire à manger, mais voilà, on essaie d'être, et puis d'être dans le être pour nous, c'est-à-dire d'être dans quelque chose qui soit bon pour nous. On essaie toujours de dire,
est-ce que ça, c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour moi? Donc voilà, je crois que c'est vraiment mon mot de la fin, c'est vraiment être pour soi. On est venu là pour nous, on n'est pas venu là pour les autres. Donc prenez soin de vous, prenez soin, écoutez-vous, écoutez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et comme on dit, il faut se poser pour ça. Donc le burn-out, c'est une pause, c'est vraiment fait pour se poser. Voilà. Je crois que j'ai à peu près dit ce que je voulais dire donc, pour ce soir. Donc c'est pour ça que je tiens vraiment à vous remercier parce que ce livre, en fait, ça a été un cadeau vraiment pour nous. Les burn-out sont un cadeau. Donc vous voyez bien que voilà, qu'aujourd'hui, moi, je suis dans ma mission de vie qui est de partager, informer et communiquer. Donc, ouais, je dis merci à ce burn-out. Et je vous dis merci à vous. Je te dirais, Nicole, c'est que si on ne prend pas le temps, effectivement, de comprendre le pourquoi, comme tu le fais du burn-out, on peut en faire à répétition parce que Voilà. on n'a pas pris le temps de se déposer, on n'a pas pris le temps de s'écouter parce qu'en fait, c'est notre âme qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut prendre ce temps-là, dire qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve fatiguée, épuisée? Il faut prendre le temps de se déposer. Mais effectivement, il y en a qui en font en répétition parce qu'ils ne prennent pas ce moment-là. Qui est un cadeau. En fait, effectivement. Ouais. Mais c'est difficile, hein, et ça te prend du temps. Oui, effectivement. Puis il y en a qui ne se permettent même pas de se déposer, de dire je vais m'arrêter. Ils ne se permettent pas. Donc, Oui, ils ne pensent pas à soi à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est un cycle négatif. Oui, mais comment veux-tu le savoir quand on commence à être un peu dans la spiritualité, tu le comprends, mais qui c'est qui nous le dit? Personne nous le dit. C'est pour ça que moi je dis que c'est un cadeau qui nous a été fait parce qu'on nous a ouvert les yeux. On nous a ouvert, quand je dis ouverture de conscience, je sens qu'il y a eu une force au-dessus de nous qui était là pour nous guider. Parce qu'on aurait très bien pu ne rien comprendre et on ne serait plus là pour le raconter. Et je vois autour de moi des gens qui sont encore dans le déni. Mais c'est très difficile à dire à quelqu'un que c'est ton âme qui te parle, donc s'il n'est pas du tout ouvert. Mais au jour d'aujourd'hui, nous, on a cette capacité de dire aux gens, parce qu'on l'a connu. Je crois que c'est une de nos plus grandes forces, c'est qu'on est tombés tous les deux, et que quand on en parle aux personnes qui sont autour de nous, et donc je dois avouer que les premiers qu'on a arrêtés, c'est nos enfants, hein, il ne faut pas se leurrer. Mais autour de nous, oui, on le voit. Alors, il y a des gens qui sont prêts à l'entendre, mais il y en a qui ne sont pas prêts à l'entendre. Et aujourd'hui, j'accepte ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre. C'est-à-dire que ce fameux triangle, je ne suis pas un sauveur. Je le dis, je donne l'information, il entend, tant mieux. Il n'entend pas, tant pis. Je ne sais pas ce qu'il est venu vivre dans cette vie. On est d'accord? Voilà. Et chacun évolue à son rythme aussi en même temps. Chacun évolue à son rythme. Chacun évolue. Voilà. Et toujours dans le non-jugement. Tu vois, c'est ça qui fait que il y a plein de choses qui sont mises en place pour nous. Effectivement. Quand on écoute, quand on est ouvert, quand on laisse aller. Effectivement. Mais merci beaucoup, Nicole. Il y a quelqu'un qui demande, je crois qu'elle doit être peut-être du côté de l'Europe. Elle demande, est-ce que l'enregistrement va être disponible? Nicole, je pense que je vais t'envoyer l'enregistrement, tu vas le mettre tu vas le rendre disponible de ton côté. Oui, sur ma page Facebook, oui. Si je peux la mettre, je ne sais pas comment, sous quelle formule, si ça va être lourd ou pas, mais je vais essayer de le mettre sur ma page Facebook. Alors, je ne dis pas ce soir, hein, mais je vais essayer de le mettre sur ma page Facebook, oui. Ça va dépendre comment ça va être envoyé et puis mis à disposition, la lourdeur, enfin voilà. Donc, Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions plus précises? On va prendre quelques minutes pour y répondre. Si je vois les mains levées, ouvrez votre micro à ce moment ici. Ils ont faim. Ah oui, peut-être. De votre côté. Nous, il est 2h07. Ah, voilà. Mais nous, il est 20h, tu vois, il est 20h. Donc voilà. Donc, Véro, une question, Véro. Oui. Nicole, merci beaucoup pour ce beau moment de partage. Je voulais simplement revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, qui était très, très vrai. C'est l'énergie, enfin les pensées positives. Et en fait, l'énergie positive, elle est positive pour nous, bien sûr, mais elle aussi, c'est qu'on renvoie les vibrations à l'univers. Et l'univers
renvoie ces vibrations sur l'humanité. Donc, on nourrit tout ça. Donc, voilà, je voulais simplement apporter ma petite pierre à l'édifice et puis te remercier vraiment. Vraiment, merci pour ce beau moment de partage. Voilà. Merci Véro. Mais c'est vrai, je le disais tout à l'heure, quand je suis en joie, j'envoie de la joie parce que tout est vibration. Donc il faut savoir que quand on est dans la tristesse, alors je n'ose pas le dire, mais regardez plus la télé, regardez plus les infos, enfin voilà, regardez plus rien, ça ne sert à rien, puisque tout ça c'est une machine à alimenter le négatif. Donc ne regardez plus tout ça, regardez que des choses belles, regardez la nature, vibrez. J'ai une amie qui a écrit un livre qui s'appelle Vibrer. Et oui, vibrer, mais vibrer positif. Effectivement. Il y a quelqu'un qui a demandé sur le chat, qu'avez-vous changé dans votre alimentation? Alors, l'alimentation, on a changé pas mal de choses. Donc, déjà, on a été sensibilisés. Alors, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, bien sûr, hein, mais on mange beaucoup plus de cru, puisque c'est du vivant. On mange du cru, on mange presque plus de viande, alors plus de rouge, c'est sûr. Donc, on mange que de la viande blanche, poulet, des choses comme ça, mais pas tous les jours. On a arrêté le gluten. Les produits laitiers, on a tout arrêté, les produits laitiers. Alors, de temps en temps, nous, on est dans une région de fromage, donc, mais c'est du fromage de chèvre. Donc, on mange un petit peu de fromage de chèvre, plus de lait, alors plus de lait de vache, ça c'est sûr. Et puis, on s'écoute au niveau faim. C'est-à-dire que si nous arrive, alors je n'ai pas fait le jeûne encore, j'aimerais faire un jeûne un jour, mais Philippe a perdu 15 kilos, donc je n'ose pas trop faire de jeûne à la maison. Mais on fait des monodiètes, c'est-à-dire que le soir, on peut ne pas manger. On essaie de s'écouter quand on n'a pas faim, on ne mange pas. Alors là, j'ai mon petit-fils en vacances, je ne peux pas faire de monodiète, hein, c'est sûr, parce que voir quelqu'un manger, c'est difficile après de faire une diète. Mais voilà, oui, on a changé beaucoup de légumes, beaucoup de crus. Alors, on a changé par exemple le fait, c'est la naturopathie, ça, on ne prend plus d'aliments, le fruit en repas, on prend en dehors des repas. Oui. Voilà, on prend toujours une crudité avant de manger. Enfin, je veux dire, en début de repas, on prend toujours une crudité. Voilà, c'est plein de choses comme ça qui fait que j'ai changé ma manière de cuisiner, j'ai changé pas mal de choses. Mais après, on n'est pas, je dis pas qu'on est végétarien, mais voilà, on fait attention à manger pas trop de viande, à pas trop encrasser le corps. Effectivement. Voilà. Bien, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a quelqu'un qui a la main ouverte ou peut-être que c'est sa main qui est restée. Véro, tu as laissé ta main, je crois. Voilà. Parfait. Voilà. Alors, on va terminer sur ceci. Merci beaucoup, Nicole. Ce fut un super de beau témoignage, mais pas juste un témoignage. En fait, je pense que les gens en ressortent avec outillés. Hein? Donc, merci beaucoup. Merci à vous surtout. Merci à tous les lecteurs, à toutes les lectrices, à tous ceux qui nous ont aidés aussi. Gilles en fait partie, qui est là ce soir, Marie-Claude aussi. Tous ceux qui nous ont aidés, mes amis comme Véro, qui nous ont soutenus pendant notre burn-out, Agnès, que j'ai rencontrée aussi en réflexologie plantaire. Voilà. Tous ces gens qui m'écrivent, qui me lisent, qui me téléphonent, qui m'envoient des messages. Je trouve que c'est des beaux cadeaux. Je leur remercie tous parce que j'ai vraiment un très, très grand merci. La gratitude, pensée positive, mais la gratitude envers tout ce que la vie nous donne, c'est magnifique. Magnifique. Merci à toi. Merci à toi. Merci à tous et merci, vraiment, c'est génial. C'est vraiment de très beaux cadeaux. Et bonne soirée pour l'Europe. Merci beaucoup. Merci Ginette. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Je vous embrasse tous.